continue de parler de transition écologique dans le textile. Pour en parler avec moi, à ma droite, Delphine Lebas, vous êtes directrice RSE chez Petit Bateau. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Et Hélène Valade, vous êtes directrice de l'environnement pour le groupe LVMH. Bonjour à toutes et tous. Et il aurait dû être avec nous, mais il n'a pas pu malheureusement. Philippe Zorzetto, bonjour. Vous êtes le fondateur et le dirigeant de Philippe Zorzetto Paris. Bonjour. Bonjour et désolé de ne pas être avec vous vraiment. Ça ne va pas vous empêcher de parler et de donner votre point de vue sur le sujet. On vient beaucoup de parler d'industrialisation, mais peut-être pour commencer, quelques données que je trouve pas inintéressantes. Selon un rapport de l'ADEME, 100 millions de pièces textiles produites chaque année génèrent 1,2 milliard de CO2. Et si on doit tenir compte de l'impact d'un produit, le plus impactant est la mise en forme, le deuxième est la production, puis c'est le transport. Et un exemple peut-être parlant, une chemise en coton exige 79 fois plus de ressources que son propre poids. Comme on vient de l'évoquer avec Guillaume Gibault, la transition écologique, c'est beaucoup de choses en même temps, mais c'est beaucoup de l'industrialisation. C'est aussi donc du coup beaucoup la matière première, tout ce qui se passe en amont. Delphine Lebas, chez Petit Bateau, vous l'adressez comment? Puisque c'est une marque qui adresse aussi les bébés, notamment. On a tous eu un petit body, petit bateau qu'on a forcément transmis, ou pas, mais c'est un produit qui fait partie du quotidien des familles. Et l'éco-conception, vous l'analysez comment? Vous y travaillez comment? Et il y a quoi comme projet? Alors, chez Petit Bateau, déjà, on a une singularité, c'est que nous sommes une marque, à savoir un metteur sur le marché, mais également un industriel. Donc un industriel historique, 130 ans d'industrie, et ce qui aurait pu paraître dans les années 80 comme un handicap est aujourd'hui en fait une formidable opportunité. Et donc les enjeux chez nous, ça va être au global de passer d'une économie linéaire à une économie circulaire. Quand on parle d'économie circulaire aujourd'hui, très souvent on fait un résumé avec la seconde main et ses nouvelles offres, mais ça va beaucoup plus loin. Et l'économie circulaire, on parlera d'économie circulaire by design, et ça va venir dans tous les départements. Et quand on parle d'éco-conception, chez nous, on ne veut pas dire qu'un produit est éco-conçu, on a la philosophie que c'est une marque qui doit éco-concevoir et que l'éco-conception doit être une dynamique d'amélioration continue. Parce que sinon, une seule fois, je mets une jolie matière qui va bien et je dis que mon produit est éco-conçu ad vitam aeternam, mais il n'est pas là l'enjeu. L'éco-conception, ça va être de réfléchir à la matière. Quelle est ma matière la moins impactante? Et donc ça passe par des analyses de cycle de vie, comme vous en parliez. Mais ça va passer également en fait par l'efficience de la coupe, combien de chutes de matière je vais avoir au fur et à mesure de ma production. Les analyses de cycle de vie, bien évidemment. Et passer également par des enjeux d'échantillonnage. Aujourd'hui, quand on échantillonne, que ce soit pour garantir le développement des produits ou pour nos commerciaux qui partent en vente, historiquement, on a toujours fabriqué des échantillons. Et bien aujourd'hui, la technologie nous aide. Un peu avant le premier confinement, nous sommes passés sur la technologie 3D. Et en fait, 10 échantillons physiques équivalent à 120 échantillons digitaux, si on compare sur la partie carbone. Et donc, c'est un ensemble de choses et c'est tous les départements qui sont embarqués dans l'éco-conception. Chez LVMH, Hélène Valade, même constat, même combat? Alors, oui, mais peut-être avec des spécificités qui sont liées au fait qu'en effet, LVMH regroupe un certain nombre de maisons qui sont plus des maisons de haute couture et qui ont la spécificité de produire en France et en Italie. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est ça d'ailleurs qui véhicule les plus grandes valeurs de nos marques, que ça soit Louis Vuitton, que ça soit Dior, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas tout un tas d'enjeux derrière, avec une volonté extrêmement forte et ambitieuse de s'inscrire en effet dans une transition, mais qui n'est pas simplement environnementale, qui est aussi sociale et sociétale, et que tous ces enjeux de climat sont liés à des enjeux de biodiversité et sont liés bien évidemment à des enjeux sociaux et sociétaux. Donc derrière tout ça, il y a plusieurs axes de travail sur lesquels on est en train de se concentrer. Le premier, vous en parliez, c'est bien sûr le travail sur les filières, parce qu'autant on produit en France et en Italie, autant on va chercher des matières extraordinaires, mais qui ne sont pas produites en France,
pour toutes les difficultés qu'on a vues tout à l'heure, et on y reviendra peut-être, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Et il y a des moyens de travailler, notamment avec les communautés locales. Je pense au coton, je pense à la soie en Inde, je pense au Cachemire, également en Mongolie. Comment peut-on accompagner les communautés qui soit cultivent, soit élèvent, en apportant beaucoup de formation, beaucoup de soutien de toute nature, de manière à changer les pratiques elles-mêmes, les pratiques agricoles, les pratiques d'élevage, pour s'inscrire dans quelque chose qu'on appelle de plus en plus l'agriculture régénératrice, et qui permet de prendre en compte à la fois les aspects eau, les aspects qualité des sols, et très modestement, parce que c'est du travail de très longue haleine, on commence à obtenir des résultats, c'est-à-dire des changements profonds de la manière de, par exemple, de cultiver du coton en laissant une empreinte sur le sol bien moindre et en consommant beaucoup moins d'eau. Ça, c'est un premier sujet qui est pas simple, mais sur lequel il faut concentrer beaucoup d'énergie. Le second, c'est la circularité. Alors nous, on ne parle pas d'économie circulaire, on parle de circularité créative, parce qu'on estime que tout ce qui doit relever, tout ce qui relève de l'éco-conception, c'est-à-dire au fond d'une conception des produits en faisant baisser leur empreinte environnementale, mais aussi en utilisant du recyclé, en faisant de l'upcycling, tout ça doit renvoyer à quelque chose de beau et de désirable. Et c'est vraiment ce sujet-là sur lequel on a beaucoup travaillé. Comment, au fond, peut-on rendre ce qui, encore il y a 15 ans, était considéré, même 10 ans, était considéré comme moche, hein, c'est-à-dire, voilà, on va y revenir sur ce volet-là, voilà. Absolument. Comment faire en sorte que ça soit beau? Et ça, interviennent nos designers qui mettent de la créativité à partir du recyclé. Et puis la troisième chose, rapidement, quand même, c'est l'innovation. Parce que l'innovation, elle est capitale là-dedans. On essaye, par exemple, de cultiver du coton en laboratoire pour faire baisser totalement l'empreinte eau, la faire même disparaître. Et puis, il y a des choses plus neuves et encore plus prometteuses à partir de la kératine, qui pourrait être en capacité de créer des fibres aussi belles, aussi soyeuses que celles du Cachemire, par exemple. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. C'est un champ des possibles à explorer. Sur la problématique des matières premières et des filières, Philippe Zorzetto, donc vous êtes dans la chaussure, hein, vous avez une marque, notamment, vous faites notamment des baskets. Comment est-ce que vous avez, alors vous défendez le Made in France très fort, comment est-ce que vous travaillez avec les filières? Alors déjà, si je peux me permettre, je voudrais évoquer quelques chiffres parce que le secteur de la chaussure est un des secteurs extrêmement polluants en fait aujourd'hui. Moi, il y a un chiffre qui m'a toujours étonné, c'est 450 000 allers-retours Paris-New York. C'est en fait le bilan carbone de l'industrie de la basket aujourd'hui dans le monde. 451 000 allers-retours Paris-New York. C'est juste incroyable. On produit aujourd'hui 34 millions par jour de baskets dans le monde. C'est juste incroyable. Et du coup, une paire de baskets aujourd'hui, c'est entre 18 et 20 kilos CO2 à peu près. Donc, je parle des baskets parce qu'en fait, c'est vraiment la chaussure qui est en pleine croissance. C'est 8% de croissance par an depuis les années 2015. Et en France, c'est 60% des ventes des chaussures sont des baskets. Donc, c'est à partir de là, en fait, que je me suis dit, mais moi, en tant que créateur, en tant que fondateur d'une marque de chaussures, qu'est-ce que je peux amener dans ce secteur en pleine explosion? Quelle est la valeur véritable que je peux apporter? Produire une énième basket, aussi belle soit-elle, au Portugal ou bien au Bangladesh, en Indonésie, etc. Il y a pas, ou au Vietnam, puisqu'essentiellement on produit au Vietnam, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Donc, j'ai voulu travailler sur la basket la plus éco-responsable possible, à savoir produite à partir de matières naturelles et recyclées, et surtout produite en France. Et malheureusement, j'ai mis 5 ans pour trouver un atelier parce que les ateliers ont pratiquement disparu ici. Il faut savoir que 98% des baskets qu'on vend en France aujourd'hui sont produits à l'étranger.
C'est énorme, effectivement. 98%. Oui, c'est un très fort pourcentage. Incroyable. En fait, c'est presque une filière qui a disparu. Donc, mon objectif était aussi de réindustrialiser, de réapporter un savoir-faire ici en France pour avoir un bilan carbone le plus bas possible, puisque en produisant en France avec des matières éco-responsables, on divise par 3 notre empreinte carbone. On est à 6 kg CO2 pour une paire de baskets. Et on travaille actuellement sur la possibilité de recycler ces baskets. On arriverait à 2 kg CO2. On serait pratiquement neutre en termes de bilan carbone, ce qui est un exploit, hein, véritablement. Effectivement. Ce que j'entends un peu en filigrane dans vos différents discours, c'est aussi un changement, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est aussi un changement de mentalité, c'est-à-dire de ne plus considérer, alors on a beaucoup parlé d'une vintage à une certaine époque, hein, c'était chic d'acheter une pièce qui avait quelques années. Aujourd'hui, on parle de seconde main, et on a parlé d'une plateforme tout à l'heure avec Guillaume Gibault, qui est spécialisé dans la revente de vêtements. Finalement, est-ce que c'est à vous, les marques, d'impulser, ou est-ce que c'est le consommateur qui vous pousse à impulser ? Alors que moi, je pense qu'il y a plusieurs réponses. La première, c'est le consommateur. Le consommateur, bien évidemment, aujourd'hui, si vous ne lui proposez pas une offre telle que la seconde main, il ira sur les plateformes de revente. Je parle pour Petit Bateau, la plateforme de revente auquel tout le monde pense. Avant le premier confinement, il y avait 800 000 pièces en vente. Au moment où je vous parle, il y a 4 millions de pièces. Donc, il y a une demande du consommateur. Après, quand on parle d'enjeux environnementaux, une pièce de seconde main qui se revend, c'est autant de matières premières et de ressources qui ne sont pas utilisées. Et après, il y a un enjeu économique également. Enjeu économique, puisque si vous projetez le prix de vos matières premières et autres, à un moment donné, il sera crucial d'avoir d'autres modèles d'affaires pour alimenter votre système. Un chiffre à avoir en tête, une étude de McKinsey sortie dernièrement estime qu'à horizon 2030, une pièce sur 5 devra être issue de l'économie circulaire, donc de la seconde main, si nous souhaitons tenir les accords de Paris. Chez Petit Bateau, on a décidé d'intégrer la seconde main dans tous ces états comme une transformation complète de notre entreprise, puisqu'on vise 30% de nos volumes en seconde main en 2030. Et du coup, cette transformation, elle passe par tous les départements, puisque quand on parle d'économie linéaire, c'est pas que les produits qui ont été conçus en philosophie économie linéaire, c'est tous les départements de l'entreprise. Un produit était censé y arriver et en ressortir, jamais y revenir. Nos entrepôts actuellement, au moment où je vous parle, sont en train de s'équiper de machines à ozone, de machines à laver pour pouvoir retraiter les produits et pour pouvoir également, dans le cadre de l'économie d'usage, lancer un service de location et d'abonnement pour les vêtements bébés dans quelques semaines. Le département finance n'a jamais construit des PNL d'économie circulaire. Quand on va les voir en leur disant on va construire un modèle où la clé d'entrée, c'est la durabilité du produit, ils vous regardent et ils écarquillent les yeux. Et en fait, c'est 100% de la chaîne de valeur. Les systèmes d'information également, il faut faire re-rentrer les produits dans les systèmes et c'est une transformation complète d'entreprise. Mais la seconde main, pour nous aujourd'hui, est un élément clé et une réponse majeure à tous ces enjeux. Finalement, c'est... Allez-y. D'abord Hélène, et puis après je vous donne la parole. Ouais, moi, je ne parle pas du tout de seconde main pour les raisons qui ont été dites tout à l'heure. C'est-à-dire c'est quand même l'effet rebond est tel qu'on achète beaucoup plus, mais de seconde vie. Et je pense, pour répondre à votre question de tout à l'heure, qu'il y a des attentes très fortes, en effet, chez les consommateurs, mais c'est probablement aux marques et à leur univers de valeurs d'être dans l'offre. Et dans l'offre, justement, de produits radicalement nouveaux qui, au fond, modifient les codes de ce qui est beau dans la vie, hein, de ce qui est esthétique. Et ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui, et par exemple, avoir des sacs qui sont fabriqués à partir de chutes de cuir et les rendre magnifiques, c'est ça probablement aussi une des raisons d'être du luxe, c'est-à-dire avoir une capacité d'entraînement pour changer les codes esthétiques. Puis il y a une autre chose, moi, qui me tient particulièrement à cœur, c'est la réparation. Et c'est pour ça que je préfère 100 fois parler de seconde vie, c'est-à-dire un produit de luxe, il doit absolument se transmettre de génération en génération et donc être réparé. Et donc les ateliers de toutes les marques de LVMH en France sont dotés de nouveaux ateliers de réparation pour pouvoir réparer que ce soit toutes les pièces que l'on peut vendre. Oui, Philippe. Non, mais en fait, je crois que la vraie question, la question, le seconde main est intéressante, mais je crois que la question qu'il faut qu'on se pose tous, c'est le modèle économique de la fast fashion qui s'est développé à partir des années 2000 et qui a multiplié les collections
puisqu'au final, les Zara, je ne sais pas si j'ai le droit de les citer, mais ont été les premiers à changer leur collection toutes les 3 semaines. Et depuis les années 2000, en fait, on consomme beaucoup plus de vêtements, sauf qu'on les porte beaucoup moins. On porte en moyenne entre 6 et 10 fois un vêtement, ce qui est pas énorme. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une espèce d'inflation en fait, de produits. On consomme de plus en plus, mais des vêtements de moins bonne qualité parce qu'ils sont toujours produits, enfin, ils sont souvent produits dans des pays où, à bas coût, où on ne met pas forcément en avant la qualité. Donc effectivement, moi, je pense que le vrai sujet, il est dans le modèle économique de chaque marque qui, même certaines marques de luxe, au final, ont repris le modèle fast fashion en multipliant les collections. Et en fait, derrière tout ça, il y a une notion de sens. Moi, je le vois auprès de mes clients. Mes clients, la chaussure, c'est quelque chose d'un peu différent du vêtement dans le sens où, effectivement, on a envie véritablement d'être très confortable dans une belle paire de chaussures avec un cuir qui va se patiner, etc. Il y a la notion de continuité d'une certaine façon. Mais je crois que la vraie question, c'est la durabilité et la question sur qui fait et comment on le fait et le modèle économique. Mais on en revient finalement, oui. Non, mais je suis totalement d'accord. C'est justement pour cela que le modèle initial du luxe est extrêmement intéressant, parce que c'est bien la durabilité et surtout la haute qualité des produits qui est l'enjeu. Et c'est ça qui permet à la fois d'ailleurs la déconstruction, le démantèlement et donc le recyclage et la réutilisation. C'est parce qu'au départ, la qualité est excellente. Et juste un exemple, si vous me le permettez, on a créé une start-up interne à LVMH entre différentes maisons qui s'appelle Nona Source et qui est partie d'une idée simple qu'a eu un de nos collaborateurs de se dire qu'il y avait un certain nombre de tissus qui dormaient dans les maisons, c'est-à-dire qui ne servaient à rien. Bon. Et ces tissus, pour autant, ils sont d'une magnifique qualité. Et donc, ils ont créé une sorte de plateforme de vente de ces tissus, à la fois aux autres maisons à l'intérieur du groupe. Donc, c'est vraiment l'économie circulaire appliquée à une des composantes des produits, et également aux jeunes designers. Et faisant cela, il y a eu tout un tas de startups différentes qui sont venues se greffer à tout cela, notamment une autre qui s'appelle WeTurn et qui est en capacité de défilocher les tissus pour aller les retisser. Bon. Et comme vous disiez tout à l'heure, on a eu tous les problèmes du monde pour faire ça, en effet, pour trouver les filières de tissage en France. Donc voilà, je pense que mais tout ça est possible parce qu'à l'origine, le produit est d'une qualité magnifique. Je rejoins complètement. Si on souhaite de toute façon parler de seconde main, de location et de ces nouveaux modèles, l'ADN de base, ça doit être la durabilité du produit. Sans cette durabilité, alors je ne peux peut-être pas la citer, mais des marques comme Shein et autres, on est dans le pur jetable en fait. Et c'est vraiment de ce modèle-là qu'il faut réussir à sortir. Et vous parliez de WeTurn. Aujourd'hui, donc chez Petit Bateau, on travaille sur nos chutes matières pré-consuming pour réussir en fait à les défilocher et à refaire du fil. Et notre véritable enjeu, c'est avec ces produits de seconde main qu'on récupère qui ne sont plus revendables. L'idée justement, c'est de conserver ça chez nous, et c'est un gisement en or. Puisqu'en fait, on connaît la matière première de notre coton. On est pour la plupart sur des produits monomatières naturels, donc monofibres. Et donc, notre souhait, et on est engagé sur plusieurs plateformes de recherche et développement, c'est de pouvoir démembrer ce produit, le défibrer, le refibrer et refaire du fil. Et de petit bateau en petit bateau, fermer la boucle de l'économie circulaire. Et ça, c'est le Graal de cette économie. C'est en cours. On a des premiers tests au porté la semaine prochaine avec des petits bateaux qui viennent de petits bateaux. Mais ce qui est clé, parce que faire un produit recyclé, c'est relativement simple, entre guillemets. En revanche, c'est de réussir à produire le même niveau de qualité que le produit d'origine. Puisque si vous sortez un produit recyclé, mais qui dure 2 fois moins longtemps, vous n'êtes pas sur les bons enjeux non plus. Ça aussi, c'est un enjeu. Ah bah, bien sûr, parce que si le produit final n'est pas la même qualité qu'à l'origine, oui, c'est un peu problématique. Ouais. Ça demande beaucoup aussi d'innovation, du coup, d'essayer de travailler cette durabilité. Oui, alors ça demande de l'innovation dans les process, ça demande de l'innovation pour, dès la phase de conception, intégrer
ce qui va se passer après, l'usage derrière. Ça, c'est nouveau, et ça, c'est totalement nouveau. Ça demande aussi, au fond, des savoir-faire qui sont différents. Vous parliez de cette capacité de démantèlement. Finalement, ce sont des nouveaux métiers. Nous, on travaille avec une plateforme qui s'appelle Cèdre, qui est extrêmement intéressante et qui a acquis cette expertise de démanteler proprement pour faire les boucles dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire récupérer, je ne sais pas, ça peut être de la laine, ça peut être des fils, et puis les réintégrer ensuite dans les processus de fabrication de la marque. Tout ça sont des compétences, ce sont des nouveaux artisanats finalement, des nouvelles expertises qu'il faut encourager d'ailleurs. On va y revenir sur ce côté justement métier et artisanat. Philippe Zorzetto, peut-être une réaction sur ce qui vient d'être dit? Moi, je travaille actuellement sur le recyclage effectivement de semelles, puisque les semelles que j'utilise sont composées à 75% de caoutchouc recyclé. Mais comment peut-on faire pour recycler à nouveau ces semelles? Et donc, effectivement, dans les ateliers, on est en train de travailler sur une nouvelle méthode pour faire baisser le bilan carbone, puisque en fait, on arrive à produire une paire de baskets qui correspond à 6 kg CO2. En la recyclant, on arrive à 2 kg CO2. C'est notre objectif. Mais ça nécessite effectivement un choix, un investissement très, très important. Et ce n'est pas simple parce qu'effectivement, en France, contrairement à d'autres pays comme l'Italie, ou l'Espagne, on a beaucoup moins de tissu industriel aujourd'hui pour pouvoir procéder à ces développements. Je trouve très très intéressant le fait de se dire que ça demande des investissements, donc ça demande aussi probablement des alliances. Je vous dis juste, j'en profite, qu'on est en train de créer une plateforme pour justement le démantèlement des souliers, des chaussures, qui s'appelle Revalorem. Voilà, donc si vous avez envie de regarder, vous êtes le bienvenu. Voilà. Le contact. Si je peux me permettre, il y a quelque chose d'assez extraordinaire qui se passe dans la filière textile. Alors pour les marques un peu engagées, c'est qu'en fait les marques comprennent que toutes seules, elles n'iront nulle part. Et donc autant quand on réfléchit une stratégie commerciale, on échange avec personne, la stratégie marketing, on est très auto-centré. En revanche, sur ces sujets en fait d'environnementaux de demain, les marques échangent entre elles. Sur le sujet d'agriculture régénérative, la semaine dernière, on échangeait avec Kering. Pas plus tard qu'hier, on avait une personne de Chanel qui venait collaborer avec nous pour voir nos plateformes de recyclage. On échange avec Decathlon et avec tout un tas d'autres marques qui ont compris que les enjeux dépassent les enjeux même de l'entreprise. Les startups ont une place omniprésente au quotidien dans cette industrie qui se transforme. Et quand on parle de parties prenantes, donc Hélène Darret de Refashion n'a pas pu être là aujourd'hui, mais elle fait aussi partie de nos partenaires pour influencer. On le précise que Refashion est donc l'éco-organisme auquel les marques et donc les marques sont ouvertes. Il y a une sorte, je dirais pas d'open source, mais en revanche, il y a un partage qu'on retrouve très rarement dans d'autres départements d'une entreprise de manière classique. Ce que fait Refashion, et c'est vrai que malheureusement, Hélène Darret n'a pas pu être avec nous, mais ils ont aussi une plateforme pour accompagner les marques vers la co-conception. Donc on voit bien qu'il y a un vrai mouvement, une vraie volonté. J'aimerais revenir parce que vous avez dit un mot. Oui, pardon, Philippe Zorzetto. Non, en fait, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'au final, on parle de réindustrialisation et qui est aujourd'hui lié à l'éco-responsabilité. Et ça, c'est extrêmement nouveau. Puisqu'on se rend... On a rarement vu l'industrie comme ça en France, oui, sur cet angle-là. Absolument, et je pense qu'au final, la seule façon de réindustrialiser ce pays un jour, c'est d'avoir une politique, une vision très clairement écologique. Et avec tous les acteurs, qu'ils soient privés ou publics d'ailleurs. Puisque la France, moi je parle plutôt du secteur de la chaussure, mais a été aussi un grand producteur mondial de chaussures, qui, dans les années 50, 60, 70, on produisait des centaines de milliers de paires en France. Et au final, on a perdu ces savoir-faire et je pense qu'on peut les faire venir effectivement en les liant, et en tout cas moi c'est mon combat, en les connectant à l'éco-responsabilité et en expliquant à nos clients quel est l'intérêt de payer un chouïa un petit peu plus cher, mais il y a une telle valeur derrière en termes de savoir-faire,
de personnes, de réindustrialisation d'un territoire, qu'au final, tout le monde peut jouer le jeu. C'est une économie positive. Voilà, il y a quelque chose de très positif. Moi, j'aime bien cette notion d'économie positive. Mais en tout cas, sur l'industrialisation, on en a parlé effectivement tout à l'heure avec Guillaume Gibault. Le plan de relance industrie qui a été initié par le gouvernement, ça a aidé la filière, ça a aidé chez Petit Bateau. Alors chez Petit Bateau complètement, puisque dans notre usine historique troyenne, en fait, il nous manquait une étape de transformation du produit. Nous sommes tricoteurs-teinteurs, donc nous avions le tricot, la teinture, mais nous n'avions pas l'impression. Ce qui veut dire qu'en fait, quand on devait imprimer nos rouleaux de matière, on les envoyait chez un tiers. C'était une étape extrêmement longue, puisqu'à l'époque, on mettait un rouleau, une couleur, donc on ne pouvait pas lancer des séries courtes. Et dans le cadre de plan France Relance, qui nous a financé sur plusieurs centaines de milliers d'euros, on a pu s'équiper d'une imprimante numérique. Donc c'est une grosse machine Epson, comme vous avez chez vous, sauf qu'en fait, elle nous imprime les tissus et ça nous permet en fait d'imprimer des séries très courtes. Et du coup, dans nos modes de production, on arrive à passer sur de la production à la demande. Pour vous donner un exemple, auparavant, en début de saison, si on prévoyait de faire 100, on produisait 100. Si on faisait 105, on était en rupture. Si on faisait 70, c'était une catastrophe. Et donc, on a revu toutes nos méthodes de production et désormais, on s'engage à 60. Et en cours de saison, eh bien, je vous donne un exemple. Vendredi de la semaine dernière, on analyse les ventes en fin de semaine. Et là, on a un petit pyjama escargot qui commence à cartonner. Les algorithmes nous montrent qu'en fait, les ventes s'emballent. Eh bien, dès lundi matin, on relance la production du petit pyjama escargot. Et dans 8 jours, il sera redistribué dans les magasins. Et c'est ça aussi, en fait, c'est consommer au plus proche de la demande. Et cet investissement, il a pu avoir lieu grâce au programme France Relance. Et la France également nous suit puisqu'on va investir 5 millions d'euros toujours dans notre usine troyenne pour transformer toutes nos machines de teinture qui aujourd'hui consomment énormément d'eau. Demain, elles vont passer en fait en circuit fermé. Donc c'est un plan d'investissement de 5 millions et l'ensemble des différentes organisations françaises nous subventionnent à plus d'1 million d'euros. Donc la France est derrière les industriels qui sont acteurs aujourd'hui dans leur territoire. C'est vrai chez LVMH aussi. Le plan France Relance, vous avez pu... Non, mais je voudrais revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que je pense que les enjeux sont tels qu'en effet, les alliances sont nécessaires, mais pas simplement entre entreprises, mais également avec les territoires et avec les institutions et les politiques. Je prends un exemple très précis. Si on est d'accord pour dire que cette réindustrialisation dans nos métiers est importante, alors il ne faut pas faire de langue de bois et dire que c'est facile et que tout va se faire tout seul comme ça, parce que ce n'est pas vrai. Je prends l'exemple de la laine. On a une industrie ovine, bovine en France qui a été uniquement tournée vers la viande et vers l'alimentation, mais absolument pas vers la laine. Bon. Donc, on est avec plusieurs au sein d'un collectif qui s'appelle le collectif Tricolore, donc plusieurs marques de luxe. Je ne sais pas si... Non, je ne crois pas que vous en fassiez partie. On fait très très peu de laine, voilà, mais ils sont dans le cadre de la Charbellier également. Donc, on est ensemble pour essayer mais ça va nous prendre des années, parce qu'il faut réorienter une filière qui n'était pas du tout fléchée vers ces sujets. Et pour cela, on a bien sûr, et je le dis notamment ici, on a besoin du support des politiques, parce que ça ne se fera pas comme ça du jour au lendemain. On parlait tout à l'heure des métiers de filature, c'est pareil. Enfin, on est obligé d'aller en Espagne ou au Portugal si on veut démanteler proprement nos tissus, prendre les fils et puis les retisser, on ne peut pas le faire ici. Donc voilà, donc tout ça, ce sont des sujets qui doivent se mettre sur la table de l'économie, mais aussi du politique. Mais finalement, ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas que le côté industriel, comme on peut le voir, mais aussi le côté artisanal qu'on a tendance à oublier. Alors ça, totalement, je crois, et la France avait une avance magnifique dans un certain nombre d'artisanats. On a comptabilisé le nombre de métiers artisanaux dont on a besoin dans notre univers. Il y a 280 métiers différents dans le secteur de la haute couture. Bon, c'est absolument extraordinaire. Comment faire en sorte que tout cela reste en France? Et donc, on a créé des instituts des métiers d'excellence, justement, pour pérenniser l'apprentissage de ces savoir-faire. Et je pense que ça aussi, c'est capital. Donc, la vision que l'on doit avoir de ces sujets, elle est écosystémique, c'est-à-dire les
évidemment les métiers. Donc, comment fait-on pour garder ces savoir-faire ici, et puis toute la partie industrielle dont on a parlé tout à l'heure. Mais voilà, il faut qu'on ait cette vision, au fond, très politique de ces sujets. Absolument. Je vous rejoins, par exemple, pardon. sur toute la partie formation. Il a fallu qu'on crée notre propre école de formation de bonnetiers, puisqu'en fait, c'est un savoir-faire qui a disparu et du coup, un enseignement qui n'existe plus. Philippe Zorzetto, un point de vue sur la filière d'entraînement aussi. Il y a l'industrie, mais il y a aussi l'artisanat. C'est aussi à ça que vous contribuez si je vous écoute depuis tout à l'heure. Moi, en tout cas, j'ai un peu l'impression d'être le village d'Astérix, excusez-moi, parce que produire en France des baskets, c'est devenu pratiquement impossible au final. Et en même temps, on se bat pour ça. Moi, je travaille avec un des derniers ateliers qui est situé à 1h15 de Paris, à côté d'Angers. Donc, on est en train d'embaucher des jeunes, notamment, qui sont intéressés, parce qu'en fait, quand ton atelier ferme, on perd un savoir-faire de toute façon, et c'est extrêmement compliqué pour apprendre à nouveau ces métiers. Et c'est vrai que ça se fait pas ça se fait pas en quelques jours. Ça prend des années au final pour former des personnes dans un savoir-faire à la fois artisanal mais industriel. Parce que moi, mon objectif, c'est de sortir aussi de l'artisanat. C'est produire un certain nombre de baskets, notamment pour le marché international, puisque malgré tout, notamment sur les marchés étrangers, le Made in France est extrêmement bien vu, parce qu'il est devenu extrêmement rare aussi. Donc, il est associé au luxe. Moi, mon objectif, c'est aussi de l'associer à l'éco-responsabilité et à l'éthique, puisque c'est aussi, au-delà de la partie éco-responsable, de dire quand on produit en France aussi, on paye des salaires, des charges sociales, on sait qui fabrique ces produits. Il y a une durabilité, évidemment. Mais ça, pour moi, ça fait également partie de la notion écologique. L'écologie, c'est aussi de l'humain derrière, vous voyez. Et ça, c'est une notion parfois que je trouve qu'on utilise, enfin, on n'en parle pas suffisamment. C'est pas simplement des matières éco-responsables, c'est aussi les salaires, les conditions de travail, évidemment. Et tout ça fait partie d'un environnement positif qu'on doit mettre en avant auprès des consommateurs et auprès des médias aussi. Mais est-ce que finalement, je vous rejoins, est-ce que la question n'est pas politique tout simplement parce qu'il faut aussi une décision qui vient d'en haut et qui impulse? Mais les chefs d'entreprise, les marques font de la politique. Les entrepreneurs sont des politiques d'une certaine façon. On fait un choix. Moi, si je fais le choix de produire en France des baskets alors que je pourrais les produire au Portugal, que ça me coûterait 2 fois moins cher, c'est un choix politique. Mais c'est aussi un choix pour proposer le meilleur aux consommateurs, à mes clients, et aussi une valeur ajoutée. Donc, c'est aussi expliqué. Mais oui, aujourd'hui, les acteurs privés sont des acteurs politiques. Oui, enfin, on n'est pas producteur de réglementation encore. Hein. Non, ça, elle soulève un point important, Hélène Valade, pour le coup. Il y a la réglementation aussi. Je pense... Et je pense qu'il y a des itérations heureuses entre des initiatives très pionnières et qui sont souvent en avance, et la manière dont elles peuvent être traduites dans des réglementations pour que tout ça devienne mainstream. C'est pour ça que je pense que le sujet est systémique. Il est à la fois économique, politique et réglementaire. Et d'ailleurs, c'est l'histoire, au fond, de nos métiers, de l'éco-responsabilité depuis 20 ans. C'est-à-dire qu'on a commencé à être quelques pionniers pour pousser des modèles économiques différents, notamment celui de l'économie circulaire. Et puis, 15 ans après, il y a eu la loi sur l'économie circulaire qui est en train de nous faire un bond supplémentaire. Et c'est ça, cette alchimie que je trouve très heureuse entre les initiatives de l'économie et le politique. Mais c'est pour ça qu'il faut embarquer tous les acteurs pour franchir de nouvelles étapes. Effectivement. Oui, je pense qu'il ne faut pas tout attendre du politique. Chacun a son rôle à jouer. J'en veux la légende du colibri, je prends ma part. Les politiques bougeront si certaines entreprises se sont déjà mises en action, si le citoyen émet, que ce soit dans l'urne ou d'une tierce façon, son choix. Et c'est l'ensemble des choses qui évoluent. Mais il ne faut surtout pas rentrer dans le triangle de l'inaction et attendre que ce soit l'autre qui bouge. Parce que là, c'est l'action qui suscite l'adhésion. Et voilà, je crois que c'est une jolie conclusion. Et moi, excusez-moi, je crois beaucoup au final je pense que c'est le consommateur qui aussi, par ses choix de consommation,
fait de la politique et peut avoir une interaction avec les médias notamment par rapport à des décisions politiques. Et ça, c'est fondamental. Pour moi, on est tous d'ailleurs des citoyens consommateurs par nos choix. Oui. Et notre responsabilité, c'est de lui donner les informations qui vont permettre ces choix. D'où en effet tout le sujet de l'affichage environnemental, hein, de la performance environnementale de nos produits, hein, pas simplement de leur origine et de leur composition, mais de leur performance, c'est-à-dire, voilà, telle jupe, elle aura tant d'émissions de CO2 lorsqu'elle a été produite. Et je pense que du coup, ça va donner un pouvoir supplémentaire au consommateur parce que probablement il sera mieux informé et donc en capacité de choisir voilà, les marques responsables. Merci à tous les trois. Merci Philippe Zorzetto depuis Paris et merci à Hélène Valade et Delphine Lebas.